Donc alors, rebonsoir à tous, du coup. Donc ce soir, soirée JSNCO, alors il y en a qu'on n'a jamais vu, je crois, qui est là, et son premier meet-up. Donc premier meet-up aussi, ouais, aussi. Ok, enchanté, bienvenue. Donc alors, les meet-up JSNCO, pour vous présenter déjà, vous expliquer ce que c'est que JSNCO. En fait, on est une association loi 1901 qui a été fondée par des développeurs et des non-développeurs. Et en gros, on discutait ensemble, et puis un jour, il y a un non-dev, Thibaut Lefort, qui est le fondateur, qui a dit il n'y a pas moyen de comprendre en fait quand vous parlez, les devs, parce que vous parlez chinois. On lui a dit ouais, tu peux faire une formation. Nous, on a fait 5 ans d'études, d'autres pas, mais on a tous suivi des tutos, etc. en ligne. On a dit non, ça m'emmène. J'aimerais bien comprendre qu'on vulgarise en fait facilement le dev. On lui a dit non, ça n'existe pas, et puis il faudrait qu'il y ait une asso là-dessus. Tiens, ça serait une bonne idée, puis le lendemain, il avait créé l'asso. Voilà. Donc, c'est une association qui est tournée autour de 3 principes, la diffusion, la vulgarisation et la formation. Donc, en gros, diffuser le JavaScript parce qu'on est quasiment tous des développeurs JS en interne. Alors, il y a aussi des non-développeurs qui se forment et qui s'acculturent au JavaScript et au développement web. La vulgarisation, parce que le web, ça peut être assez compliqué, on va le voir, il y a des stacks à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un serveur, qu'est-ce que c'est qu'un côté client, un back-end, un front-end, etc. Donc tout ça, on amène de la vulgarisation aux novices, on va dire, qui arrivent sur le développement web. Et ensuite de la formation, où là on part plus en profondeur et on explique vraiment les principes et on apprend à coder, à mettre en place des sites web, et en gros toutes les stacks qu'on peut trouver sur le web. Alors JSN qui aussi, qui on est principalement, on ne va pas se le cacher, on est des devs, principalement autour du JavaScript. Alors après, Jérôme, t'es dev quand même. Ouais. En CSS. En CSS. Bon voilà, alors il y a on a des devs, des semi-devs. Voilà, il y a aussi des designers. Il y a aussi des web designers, il y a des businessmen aussi qui sont là autour parce qu'on fait aussi du réseau. On ne fait pas non plus que du dev. Par exemple, on a une partie JS Business Club où on se réunit entre entrepreneurs du web pour parler argent purement, sous accord de confidentialité bien sûr. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à ce qu'on en parle après. Mais voilà, et le but en gros c'est d'avoir toujours une bonne ambiance. Les fameux apéros JSNCO qui a à la fin des meet-up aussi, c'est assez connu pour ça. Mais pas que pour ça, heureusement. Alors, on a aussi des partenaires, on fait partie d'un petit pool de réseaux. Le réseau French Tech, bien évidemment, qui est le réseau national en fait, des entreprises innovantes françaises. La Mêlée, qui est l'association, la première association occitane en fait, qui déploie et qui diffuse le numérique en Occitanie et maintenant au niveau national et international avec le Canada et l'Andorre depuis peu. On a Mexar, François qui est le fondateur de Mexar et qui est notamment le président de JSNCO. Steady Cook, qui est une plateforme de mise en relation entre restaurateurs et fournisseurs en météore. On y reviendra. On a Techex Machina aussi, donc David qui va arriver, qui est l'ancien président de JSNCO, qui est un conglomérat de développeurs en fait, qui fournissent des solutions principalement sous la technologie JS. Et MyOpenCity, une plateforme de mise en relation entre citoyens et collectivités territoriales. Alors ce soir, on est accueilli dans les locaux de chez Youp. Alors Yannick, fondateur de Youp, qui va présenter. Enchanté. Donc Youp, on est une société qui développe des yaourts connectés. Ça va marcher. Sans fil. C'est plausible avec le nom. Non, on est une entreprise de services numériques toulousaine. À taille humaine, on est une quarantaine de personnes maintenant. On est très curieux en tout ce qui est nouvelles techno. C'est vrai qu'on a un cursus un peu angulaire. Mais suite à une soirée mouvementée avec JSNCO, qui nous a dit comme quoi Météor c'était génial. On s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure, voir ce que ça donne. Simplement. Après, pour faire court, on existe depuis 2005. Merci. Merci. Du coup, il y a un truc que je voulais savoir, Yann, parce que moi je n'ai pas été là pendant un mois et demi. Et c'est quoi cette soirée mouvementée qui s'est passée Alors, pour expliquer comment expliquer ça? Alors il y a la cantine qui est le chef-lieu en fait de l'association La Mêlée où on travaille tous les jours. Et juste en face, il y a un bar, on était en terrasse. Et il y a Mathias, qui est l'ancien chargé du starter
De quoi? Le poil de la bête. Ouais, le poil de la bête. Et on était en train de boire en terrasse. Il y a Mathias qui est un des anciens chargés d'accompagnement des startups à la mêlée qui nous a vu, qui a dit ah les gars, vous venez prendre un verre, il y a les adhérents qui sont là, etc. Nous, on est arrivé, on va prendre une petite bière, et puis après il nous a dit mais les gars, vous mangez à tous les râteliers, vous venez bouffer des bières, enfin, vous bouffer et prendre des bières gratos. Toi tu nous as invités. Bon, finalement on est resté, on a rencontré Yannick, et du coup autour de quelques bières on a discuté de Météor. Ouais. C'est vrai que c'était pas mal mouvementé. Ouais. Bref, c'est très professionnel. Hein, c'est un réseau pro, c'est Ça t'a mis à 21h, à 22, voilà. Des tarés. Et du coup, voilà, ça a matché, on est arrivé là. Donc, alors, pour continuer, encore merci de nous accueillir ce soir. Avec plaisir. Hein. Et du coup, pour lancer, donc, le meet-up de ce soir, c'est la tête dans les étoiles et le code dans Météor. Alors, en gros, on va vous expliquer ce que c'est que Météor et l'intérêt en fait d'utiliser le framework. Pourquoi c'est bien de l'utiliser, c'est quoi aussi les inconvénients de l'utiliser, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ça ne fait pas non plus la pluie et le beau temps. Alors, vous connaissez sûrement quelques-uns des frameworks qui sont affichés ici. C'est 4 des frameworks les plus connus sur le web. Ceux qui font du PHP, vous connaissez sûrement Laravel. Ah, Laravel, il y a direct Laravel. Alors, il y a Laravel, qu'on voit en bas à gauche, il y a Symfony en haut à gauche. Donc, c'est 2 des plus gros frameworks PHP sur le web. Il y avait aussi Zen Framework, mais bon, on va dire que c'est un petit peu un mort vivant maintenant. On a Django pour le framework Python. Et on a Ruby on Rails, qui est le framework de Ruby. Donc ces frameworks-là, ils vous permettent... Alors, qui ne sait pas ce que c'est qu'un framework? Super. Alors, pour ceux sur Facebook qui ne savent pas ce que c'est qu'un framework, c'est un agencement de fichiers qui permet, en gros, d'intégrer des paradigmes de programmation, donc il va donner des manières de programmer pour aller plus vite et pour déployer plus vite une application web. Donc tous ces frameworks-là nous permettent de développer plus vite globalement. Mais si on reprend toute la stack d'une web app, qu'est-ce que vous avez à faire en général? Alors, vous avez un client et un serveur. De base, vous avez une personne côté client, alors ça peut être un navigateur, là j'ai mis Chrome pour que ça soit un petit peu coloré, on va dire, et puis surtout qu'à dessiner c'est beaucoup moins chiant que le logo de Mozilla. Vous allez avoir des requêtes à votre serveur va vous renvoyer du contenu. C'est un serveur le plus basique au monde, ce qu'on avait à la fin des années 90, genre j'appelle une URL et on me renvoie de l'HTML et du CSS. Donc déjà, première compétence à avoir, requête HTTP, en réception et renvoyer de l'HTML et du CSS, et bien sûr savoir coder du HTML et du CSS. Fin des années 90, on s'est dit c'est bien cool d'avoir des sites internet qui nous renvoient du contenu, mais ça serait peut-être bien de dynamiser un petit peu en fonction du contexte. J'envoie un paramètre dans mon URL, je dois dynamiser. Donc c'est là qu'on a intégré des langages comme le PHP. Alors le PHP a été lancé milieu des années 90, si je ne me trompe pas, je crois que c'était 95. Et voilà, au fur et à mesure ça a pris. Côté serveur, vous avez une dynamisation des datas. Donc il faut savoir coder aussi côté backend dans un langage serveur. Donc là on va prendre le PHP pour le plus connu. Et aussi vous avez une base de données forcément à gérer parce que vous avez des données à stocker, donc il faut savoir faire du SQL. Si vous n'êtes pas trop bourrin, vous allez utiliser un ORM pour simplifier les requêtes envoyées à votre base SQL et pouvoir les récupérer. ORM, ça parle? Ouais. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un ORM? Alors, c'est Object Relational Mapping. En gros, c'est un simplificateur de requêtes. C'est de dire, par exemple, si on prend Mongoose, par exemple, pour le MongoDB, bon, pour le coup, ça sort du contexte SQL, database.find, en gros, ça va faire un select all from et les tables. Voilà, c'est une manière de simplifier les requêtes. Mais si on part plus loin, côté front, vous allez devoir faire du JavaScript pour pouvoir dynamiser les pages. Et en plus, si vous devez gérer les datas, vous allez devoir faire des requêtes Ajax. Alors en plus, si vous voulez faire du temps réel, vous allez devoir développer une API, faire du REST, donc faire du routing avec du get, du post, du put, du delete, etc. Et j'en passe. Faire une documentation, forcément, parce que vous êtes des bons développeurs web. On voit qu'il y en a pas trop qui se de la doc. Faire des tests aussi. Si en plus on part plus loin, vous allez peut-être ajouter un framework parce que vous en avez marre de coder à la main et d'avoir votre propre agencement de code. Donc vous allez peut-être mettre du Symfony, donc il va falloir vous apprivoiser avec Symfony, apprivoiser Symfony. Côté client, vous allez peut-être mettre du Angular en place, donc il va falloir
pareil, réapprendre à coder Angular. Si vous commencez à avoir des gros projets, vous allez être plusieurs dans l'équipe, donc il va falloir gérer toutes ces compétences-là, vous allez peut-être être à 4. Bon, ça commence à grossir. On peut partir avec du React, réapprendre la techno parce que vous avez changé de stack côté client. Côté serveur, vous allez peut-être vouloir mettre du Python à la place pour une prochaine appli. En gros, vous allez devoir changer de compétences constamment et constamment réapprendre. Et surtout que cette manière-là, si ce n'est pas organisé, vous allez avoir des centaines de manières de le coder. Si je prends cette stack-là, il y a des centaines de manières différentes de coder un lien entre Django SQL avec du React en front. Votre API, c'est pareil, elle va avoir n'importe quelle tête en fait, et sur un projet qui a la même stack, elle sera complètement différente. Donc au niveau de la standardisation des web apps, on en est loin. En plus, si on part encore plus profond, vous allez avoir de l'admin 6 à faire, donc vous avez un serveur Apache à gérer. Voilà, donc en plus il va falloir déployer par exemple Django, une base SQL, il va falloir la sécuriser, bien évidemment. Et, si vous êtes un petit peu malin, vous mettez du Docker maintenant avec des conteneurs, et ça le fait à votre place. En plus, si on part encore plus loin, on va vous dire, imaginons que vous ayez un client, il va vous dire, tiens, j'aimerais bien avoir une appli iOS, donc il va falloir redévelopper une appli dans un langage dédié. Peut-être une appli Android aussi, parce que quitte à être sur mobile, il faut être aussi sur le Play Store. Windows Phone. Windows Phone. Windows Phone. Faut arrêter. En gros, c'est un sacré bordel. Voilà. Et vous avez plein de compétences à déployer. Et côté business, c'est très dur à gérer parce qu'il faut trouver les compétences, il faut recruter, ça coûte de l'argent. Et si vous avez une personne qui a toutes ces compétences, vous avez toute une stack complète qui dépend que d'une personne. Donc c'est un petit peu dangereux. Donc pour ça, il y a en 2009 Ryan Dale, Wiseman, l'inventeur du Node.js, qui s'est dit hey dude, pourquoi on n'aurait pas le même langage partout? En gros, quand il a inventé le Node.js, lui, le but c'était qu'il puisse coder de la même manière côté client, côté back, et que les deux se comprennent parfaitement et qu'il n'ait pas à se soucier à avoir un développeur PHP d'un côté, un développeur JS de l'autre, un mec qui fasse de l'HTML, ou un mec qui connaisse le SQL, etc. Il voulait qu'un développeur JS puisse interagir sur toute la stack. L'idée, c'est que si vous avez une stack comme ça, la stack équivalente en full stack, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le full stack, c'est d'avoir du JavaScript côté client qui puisse faire des appels au serveur, votre serveur qui va comprendre ses requêtes en JavaScript avec des objets JSON. Le JSON, c'est le format objet JavaScript, et qu'on puisse les stocker directement dans une base de données sans avoir à faire en gros des services de transpilation, des services de traduction entre plusieurs langages. Parce que vous envoyez des data JSON à du PHP, il faut le retraduire pour que le PHP puisse le comprendre. Puis votre base SQL doit le recomprendre aussi derrière, les transformer en data qui vont être stockées dans des tables, etc. Là, vous avez un objet JSON de bout en bout et ça marche très bien. Le serveur en Node.js, donc c'est Node.js. Il y en a qui ne connaissent pas Node.js. Parfait. Donc le Node.js qui va pouvoir compiler le JS côté serveur. Et en plus, si on part plus loin, on peut même avoir un serveur Nginx. Voilà pour aller un petit peu plus loin que le serveur Apache. Alors, pour vous montrer une stack full stack, pour le coup, qui est complètement en JS, il y a quelques années de ça, il y a Min qui était très à la mode. Alors Min, c'est pour MongoDB, Express, AngularJS et Node.js. En gros, voilà comment ça s'agence. Côté client, vous avez Angular qui va discuter avec votre serveur, donc qui va permettre de récupérer les requêtes qui viennent du serveur et pouvoir renvoyer en fonction des actions de l'utilisateur, dynamiser en faisant un semblant d'appel Ajax, enfin, en tout cas en simplifiant les appels Ajax grâce à des services et des contrôleurs. Côté serveur, vous avez un Express qui va gérer le routing et toute la logique métier, donc qui va dire pour telle URL, je fais tel traitement. Discuter avec un MongoDB et un serveur Node.js qui fait tourner le JS côté serveur. Donc là, l'avantage c'est qu'on code en JS partout. Par contre, le désavantage c'est que ça, il faut tout installer soi-même. Donc vous avez un petit temps d'installation. Si on prend pour être à l'aise, on va prendre 2 jours. 2 jours, vous avez une stack qui fonctionne bien en prenant en compte les déboires que vous pouvez avoir. Vous pouvez utiliser un installateur de stack comme Yeoman. Qui connaît Yeoman? Ouais. Alors Yeoman, pour expliquer, c'est un package NPM que vous installez et vous lui dites Yo install min. Il va vous installer toute la stack min sur votre machine. Voilà.
Franchement, ouais, c'est hyper pratique. Hein. Et vous avez tout, vous avez des installateurs de WordPress, vous pouvez tout installer, des Docker, etc. C'est assez pratique. Le problème, c'est qu'en fonction de la machine, ça va plus ou moins marcher parce que vous avez tout le contexte autour de votre machine qui va peut-être pas être le même que sur une autre machine. Et alors, pour simplifier tout ça, on rentre dans le cœur du sujet, il y a le framework JavaScript Full Stack Meteor. Alors, framework parce que c'est un agencement de fichiers de dossiers qui va vous imposer une manière de développer. JavaScript parce qu'il est full JS et Full Stack parce qu'il interagit sur toute la stack. Alors, Meteor, de base, qu'est-ce que ça contient? Vous allez avoir de base un serveur Node.js, donc c'est le cœur de du framework Meteor. Vous allez avoir un MongoDB qui est installé de base. Un système Apache Cordova qui va vous permettre de pouvoir générer des applications hybrides sans avoir à faire quoi que ce soit, quand même un petit peu. Mais il y a des commandes déjà qui permettent en fait de transformer votre appli en Cordova, enfin votre appli en hybride, on y reviendra. Un système de WebSocket, donc c'est-à-dire que l'Ajax terminé. Et mini Mongo, c'est-à-dire que vous allez avoir un lien direct entre votre base de données Mongo et votre client directement. On va y revenir. Et toute cette stack-là, elle est installée directement quand vous lancez juste cette commande-là. Vous faites un Meteor Create, le nom de votre appli, donc là, on est resté corporate. Logique. On va dire qu'on lance une appli You. Alors le --vert, c'est une option de création de l'appli Meteor. Pour dire on installe le minimum en fait, parce qu'il y a d'autres options. De base en fait, il installe un système de templating, il va vous installer un routing de base. Vous avez aussi --minimal qui va vous installer un routing et du server-side rendering de base, aussi sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc, le but en fait de Meteor, c'est d'avoir une application qui tourne dès qu'elle est lancée. Et après, ça vous donne accès à une appli qui tourne, qui est installée, vous n'avez rien à configurer, vous lancez Meteor et vous avez un localhost 3000 qui est prêt à être utilisé. Donc déjà, niveau gain de temps, rien à coder soi-même avant de lancer une appli, là vous faites ça, c'est prêt. Au niveau client, vous allez pouvoir utiliser plusieurs technos, parce que bon, on a tous d'autres préférences. Yannick, tu parlais d'Angular tout à l'heure. Meteor s'adapte très bien avec Angular. Alors nous, on va baser notre appli de démonstration là, pour la presse sur du React, parce que c'est la techno qu'on préfère niveau client, tout simplement. Vous pouvez utiliser du Vue, du Blaze. Alors Blaze, c'est le moteur de templating de base qu'il y a sous Meteor. C'est pas très poussé. Voilà, au niveau de l'agencement des composants et de la réutilisation des composants côté client, on peut faire mieux. Et après, vous avez HyperApp. Alors, François, tu pourras peut-être en parler. En gros, c'est un framework qui pèse 1 kilobit et que tu résumes en 400 lignes. C'est ça. Il a été codé en 400 lignes. Donc n'importe lequel d'entre nous aurait pu le faire. Il est vraiment super simple. Et comparé à React et React qui pèse 150 kilobits, ça change. Et qui est en JSX, c'est ça? C'est exactement ça. Le système de composants exactement comme sur React. Mais par contre, il faut faire gaffe à Babel. Ouais, j'ai bien compris. Voilà. En général, faut expliquer à l'application que c'est pas React qui s'occupe du GSX, mais c'est exactement ça. Donc un React beaucoup plus léger. Donc nous, on va se baser sur du React. Alors quand vous lancez votre projet Meteor, vous avez cette architecture-là. Donc là, c'était jusqu'à la version 1.7. Enfin, jusqu'avant la version 1.7 pour le coup, si je ne me trompe pas. Donc vous avez un répertoire .meteor qui va contenir les paquets Meteor. Alors on va y revenir, il y a un système de paquets dédié à Meteor. Et la configuration et la base de données donc, qui sont dans le .meteor, en gros ça va être le cœur de votre appli. Vous avez un répertoire client qui va contenir tous les fichiers qui seront compilés, qui seront envoyés dans le bundle client. Bundle, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le terme de bundle? Ouais. Bundle, c'est la compilation en fait, de fichiers que tu envoies côté client, côté serveur. Voilà, bundle client, c'est ce qui est compilé, qui est disponible que côté client, bundle serveur, que ce qui est disponible côté serveur. Donc tout ce qui est dans le répertoire client sera envoyé dans le bundle client, enfin, côté front. Import, c'est tout ce qui sera envoyé à la fois côté serveur et côté client en fonction des imports que vous aurez fait dans vos fichiers JS, c'est-à-dire disponible des deux côtés. Serveur, ce qui sera disponible côté serveur, et après vous avez un main.html qui sera disponible des deux côtés, c'est la base en fait de votre appli, c'est la base de votre code HTML, et un package.json qui contient l'intégralité des paquets NPM. Et, oui.
Oui, François. Est-ce que vous avez des questions? Déjà. Je vous ai pas coupé, désolé. Non, non. C'est clair. Pas de questions? Je vais pas oublier. Ah, non. Quand je monte le son, ça passe les slides. Ah, merde. Je t'ai complètement coupé. Alors juste depuis la version 1.7, maintenant en fait, alors ça tu vas peut-être me corriger, donc on a dans le package.json, on peut définir les points d'entrée des bundles client et serveur, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir cette archi client import serveur, on peut directement tout mettre dans un répertoire, par exemple myfiles, ou un répertoire SRC si on a envie, pour que ça corresponde à l'architecture d'autres applis, et dire que votre bundle client se lancera à partir par exemple d'un fichier client main.js. Par exemple. Ouais. Une petite précision, les dossiers serveur et client peuvent encore exister. C'est-à-dire que si vous mettez un dossier serveur de ces clients, Meteor va quand même aller chercher dedans, tout compiler et rendre accessible tout ce code-là. En fait, d'avoir un seul dossier myfile, il ne va pas le compiler automatiquement et c'est vous qui allez contrôler exactement ce que vous allez envoyer dans quelle partie du code. Ça va avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on envoie dans le bundle et surtout de faire de l'import dynamique si on ne veut pas séparer certaines pages les unes des autres. Voilà. Ouais, vous avez nickel. Alors pour revenir sur une archi plus classique, parce que c'est sûrement l'archi que vous trouverez si vous tapez Meteor Tuto par exemple sur YouTube ou sur des tutos comme Level Up Tuts, vous retrouverez souvent cette architecture-là. Donc pour vous expliquer à la compilation comment ça se passe, quand vous allez faire un build en production de votre appli, tout ce qui est dans un répertoire client sera disponible que côté client, ça ne sera pas compilé côté serveur. Tout ce qui est dans un répertoire serveur sera compilé côté serveur, donc par exemple tout ce qui peut être API, point d'API. Tout ce qui est à la racine de votre projet, votre main.html et package.json sera envoyé, donc disponible des deux côtés. Et ensuite, tout ce qui est dans import, imaginons que dans un fichier, imaginons, on a des fichiers de pages, vous avez des composants React qui gèrent vos pages, ils seront dans import et vous pourrez les appeler côté serveur, par exemple si vous faites du server-side rendering, en disant quand tu reçois une requête, tu compiles ces fichiers-là de pages et tu m'envoies le stringify de ces pages. Mais aussi côté client. Donc voilà, en gros ici ça va comporter tout ce qui peut être accessible côté client et serveur, c'est-à-dire les méthodes, on va le voir après, c'est tous les points d'API, les endpoints. Pareil pour la publication des données, si vous avez des collections MongoDB, donc des collections de data à déclarer, vous les ferez dans l'import parce qu'il faut que ça soit accessible côté client et à la fois côté serveur. Côté serveur pour le traitement et l'insertion des data dans la base, côté client pour la réception des data et pour le traitement, enfin pour l'affichage. Voilà. Et pareil, si vous avez une architecture, en fait, peu importe l'imbrication dans laquelle vous mettez, en fait, Meteor, quand il va compiler, il va checker, en fait, dès que c'est dans un répertoire client ou dans un répertoire serveur, il va le rendre disponible que d'un côté ou de l'autre de l'appli. Alors, un autre concept aussi qui est sympa, c'est Meteor Settings. Là, je l'ai divisé en dev prod, mais vous pouvez en mettre plein d'autres. Le settings.json, en fait, c'est un fichier qui va vous permettre de configurer, de mettre votre configuration de base. En gros, c'est un fichier JSON avec un objet à l'intérieur et vous avez deux attributs, public et private. Public, vous allez pouvoir mettre par exemple une clé publique Amazon, le nom de l'appli par exemple si vous voulez que ça soit dynamique, et private par exemple une clé privée Amazon. Et automatiquement quand vous allez le compiler, vous allez avoir en gros vos data qui vont être accessibles, enfin vos settings qui vont être accessibles via meteor.settings, .public si c'est un setting public, le nom de la data. Donc là, par exemple, le nom de l'application, on l'a accessible en public. Mais par exemple, la clé privée Amazon, donc votre secret Amazon, sera disponible que côté serveur. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans private, vous êtes sûr et certain que ça sera jamais disponible côté client. Alors bien sûr, à condition de ne pas l'envoyer sur un repo qui soit public sur GitHub. Voilà. Il y en a qui rigolent, mais ça se voit assez souvent. Et après, j'ai perdu 40 000 € sur Amazon. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que quand vous lancez votre serveur, imaginons que vous êtes en train de développer, vous pouvez faire un meteor-settings et lui dire je veux settings.dev, settings-dev en fichier de configuration, ce qui fait que vous allez avoir une configuration par exemple avec des clés de test. Imaginons que vous avez un serveur mail mais vous ne voulez pas envoyer 2000 mails de test pour ne pas blinder un Mandrill et payer 10 € d'envoi de mail. Donc vous pouvez très bien mettre vos clés de test et après en prod il prendra automatiquement le settings.json.
Alors là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus cool. Le Meteor.x, en gros, c'est tous les helpers qui sont disponibles grâce à Meteor. Donc de base, Meteor va vous donner plusieurs helpers, plusieurs fonctions en fait qui sont pratiques et qui font la pluie et le beau temps. Le premier principe, c'est les publications. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple simple, on a un serveur entre les deux, donc on va dire un point d'API, un client et une base de données MongoDB d'un côté. Côté client, vous allez pouvoir faire... Bonjour. Présentez-vous. Non, je l'ai pas. Vous allez avoir, côté client, en fait, vous allez pouvoir faire un Meteor Subscribe. Ce Meteor Subscribe, le principe de publication, c'est que votre client va dire, moi, tel device, je veux écouter une partie de la base de données. Donc c'est pas que vous allez demander des datas à la base de données qui vont vous être retournées sous forme de tableau, c'est vraiment que vous allez avoir une écoute constante d'une partie de la base de données. D'un autre côté, côté serveur, vous allez avoir un Meteor Publish, qui est le point d'API, qui va dire j'autorise les personnes qui font un point subscribe à ce point publish à écouter une partie de la base MongoDB. Et en fait, ça va créer une sorte de data socket. En temps réel, votre client sera à l'écoute de toutes les modifications qu'il y a sur une partie de la base de données. Pour vous donner un cas concret, avec un petit morceau de code, tu avais raison, c'est plus parlant avec du code quand même. Imaginons, on est côté client. Vous avez donc un Meteor Subscribe avec post.byuser, donc je vais demander les posts d'un utilisateur, imaginons qu'on est dans le cadre d'un blog, et je vais passer l'identifiant de cet utilisateur. Imaginons que j'ai une URL avec l'identifiant d'un utilisateur parce que c'est sa partie du blog. Ça va me faire une requête au serveur, et côté serveur, j'ai un Meteor.publish qui définit donc une publication post by user, une fonction qui attend un identifiant, et cette fonction elle va juste retourner donc une requête MongoDB qui dit post.find, tu vas me renvoyer le find de tous les posts qui ont comme owner l'ID qu'on lui a passé en publication. Ça va? Ouais. Et du coup, donc, si vous captez, en fait, il n'y a pas de point fetch, c'est-à-dire on ne retourne pas de tableau, on retourne un curseur de la base de données. Si vous voyez votre base de données comme un cercle, si vous dites par exemple .all et vous faites un find, votre client, donc imaginons un navigateur, va avoir une écoute totale de tous les posts de la base de données. Là, en fait, il va prendre qu'une partie de la base de données, et s'il y a une modification au niveau de cette requête, donc sur la partie qui est observée par cette requête, automatiquement, le client va recevoir la data en temps réel. C'est-à-dire c'est une duplication de la base de données côté client. Et côté client, après vos posts, vous pouvez faire un post.find.fetch et là récupérer ces datas dans un tableau. Et s'il y a la moindre modification dans la base de données, automatiquement, votre variable post, là-bas, elle est mise à jour. Voilà. On l'a vu justement, on avait la liste de tous nos users, on ajoute un user, tac, là, il n'y a aucune requête Ajax à faire, les datas se mettent à jour côté client. Un autre exemple, Meteor.subscribe, je veux dire, je veux prendre tous mes posts dans le blog, donc post.me. Là, j'ai défini une autre publication, post.me, qui me renvoie post.find owner de .this.user.id, c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur courant. On va voir le principe du this.user.id après. Et après, là-bas, on a juste à faire owner de .meteor.user.id pour retrouver ses propres datas. Ça, donc, c'est ce qu'on appelle le DDP, c'est le Distributed Data Protocol. Le but, c'est d'avoir des datas accessibles partout. Alors, bien sûr, pas toutes les datas. Il y a des règles de modération, enfin d'accès aux datas à mettre en place. Voilà, le but, c'est d'avoir des data sockets partout sur la plateforme sans avoir à coder la moindre ligne d'Ajax. En fait, et ça, c'est un gain de temps qui est terrible. Vous faites une requête, c'est envoyé et fini. Alors ensuite, deuxième principe, c'est les méthodes. Là, on a vu l'écoute de la base de données, sachant que c'est en temps réel et qu'à chaque fois que vous faites une publication, enfin un subscribe à une publication, ça va créer un observer. Alors, si vous écoutez l'intégralité de la base de données et que vous avez des centaines de milliers d'entrées, ça peut devenir très très vite, pas énergivore, mais mémorivore. Ça peut très vite vous êtes coûteux en mémoire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps en temps réel. Ça, Olivier, je pense que tu en parleras bien tout à l'heure. Donc on peut renvoyer des données via des points d'API, on va dire un petit peu plus standard. Le Meteor.call, en fait, vous allez définir des méthodes côté serveur, donc en gros ça va définir des points d'API. Il n'y a pas de get, de post, de put, etc. Vous dites par exemple Meteor methods user.signup. On va prendre un exemple qui attend
en paramètre un utilisateur, donc un objet utilisateur avec un email, un password, et qui va l'inscrire en base de données. Meteor.call, vous faites un meteor.call users.signup, vous envoyez un objet utilisateur et votre méthode va le récupérer. En gros, c'est le même formalisme. Si vous voulez que... Je vais y arriver. C'est le même formalisme que ce qu'on voit là, avec méthode à la place de publish, et à l'intérieur, vous avez un traitement, au lieu d'avoir juste une écoute de la base de données. Et en gros, vous définissez des points d'entrée d'API comme ça, qui sont disponibles par l'extérieur aussi. Ça va au niveau des méthodes? Ouais. Si je suis pas clair, n'hésitez pas. Hein. Je suis pas clair? Merci. En gros, ta méthode, elle remplace le publish subscribe ou c'est en complément? C'est en complément. Le publish, en fait, va te permettre d'avoir un lien en temps réel avec ta base de données. Et dès qu'il y a une data qui change, ton client a accès à cette donnée. C'est-à-dire que là, tu as rentré tes data dans une variable post. Dès qu'il y a une modification qui correspond à la requête de la publication, automatiquement, ta variable post côté client elle est mise à jour en temps réel. C'est du WebSocket temps réel. Ouais. Et donc, c'est si tu veux agir sur tes données que tu vas utiliser des méthodes. Exactement. Là, en fait, tu définis des points d'API pour agir sur les méthodes. Mais ça peut être aussi une écoute. Tu peux très bien retourner un tableau via une méthode, mais ça ne sera pas en temps réel. Voilà. C'est juste que là, tu n'as pas un observeur en temps réel. Alors après, un autre helper, par exemple, on a isClient, comme on vous l'a dit. Donc les fichiers sont, par exemple, dans les imports, les fichiers sont disponibles à la fois côté client et côté serveur selon les imports. Vous pouvez très bien dire dans votre code Meteor isClient, il va vous retourner vrai si le code est dans le bundle client et faux si le code est compilé dans le bundle serveur. Et bien sûr, il y a l'inverse, isServer, vous avez faux si c'est côté client et vrai si c'est côté serveur, ce qui va vous permettre de pouvoir faire du code conditionnel en fonction de là où le code est exécuté. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Après, vous avez un autre helper, Meteor Startup. Un point startup, c'est du code qui va être compilé, enfin qui va être exécuté au lancement du bundle. C'est-à-dire que quand votre code va arriver côté client, s'il y a un Meteor Startup dans le bundle client, hop, automatiquement ce code il est exécuté en priorité. Pareil côté serveur. Donc, si vous avez par exemple un check à faire sur la base de données, l'exemple qu'on peut avoir au niveau des applications, c'est je lance une appli qui est toute neuve, je viens de faire un reset de ma base de données, faire une vérification, est-ce qu'il y a un utilisateur admin qui est créé? S'il n'est pas créé, je crée un utilisateur admin, s'il y en a déjà un, je fais rien. Voilà. Alors un autre helper qui est tout récent en plus, je crois, ouais, sur la version française, c'est isModern. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de la compatibilité Internet Explorer? Oui. C'est chiant, hein. D'accord, c'est relou. Avec Meteor.isModern, en fait, vous allez avoir du code qui va comprendre si le code est utilisé sur un navigateur qui est moderne, par exemple la dernière version de Google Chrome. Si vous avez une des premières versions, il va vous dire que c'est pas moderne, forcément. Mais par exemple, si vous lancez sur sur Edge, voilà, il va vous dire false. Si vous lancez sur la première version d'Internet Explorer, il va vous dire que c'est very very false. Et oui. Et non, non, Windows quoi. Voilà. Il est partout. Oui. Je peux me permettre de corriger un truc? Ouais. Ça ne dérange pas. Je pense que Edge passe. Oui. Edge y passe en moderne? Oui, ah oui, oui. Oui, il est moderne, il est maintenu, il est à jour et la règle, grosso merdo, la règle c'est s'il y a un support natif des promises et de la sync await, c'est moderne en moderne. D'accord. Ça veut pas dire que c'est intelligent. Alors un autre helper, encore pour rester dans les is, on va avoir Meteor isCordova. Donc par exemple, vous allez faire un build de votre application et vous allez en créer une application hybride. Vous pourrez faire du code conditionnel uniquement pour les applications hybrides qui sont, pour la version hybride de votre assist. Donc si votre appli est un build sur Android ou iOS, il y aura ce code qui s'exécutera. Sinon, si c'est en mode web platform, pour le coup, le code sera pas exécuté. Un exemple, on n'en a pas mis là. Il y aura un exemple après. Je vais me faire juste rajouter un détail parce qu'il y a beaucoup de répartitions. Quand il y a un isServer, isClient, isCordova et ça n'empêche pas le code d'être chargé. Ça empêche juste de l'exécuter. C'est ça. Donc il ne faut pas compter sur ça pour protéger les informations sensibles sur ça. C'est pas là qu'on met le mot de passe route. C'est ça. Oui. C'est un super mot de passe. Route. Oui. Il y a des mecs qui ont
mot de passe plus que route, hein. Le mot de passe Non. universel qui passe pour tous les comptes. Alors ensuite, au niveau des paquets, donc on a 3 systèmes de paquets qui sont dispo avec Meteor. Vous allez avoir NPM forcément, Yarn, qui ne connaît pas Yarn? Ok, nickel. Et Atmosphere qui est le système de paquets qui est dédié à Meteor. C'est-à-dire vous faites un Meteor Add et il y a des paquets qui sont dédiés au framework Meteor. Alors en 2019, donc pour la version 1.9, normalement, Il dégage Atmos. ouais, ils vont dégager Atmosphère. Je pense qu'il va quand même rester pendant un petit moment, le temps que tout passe sur NPM. Parce que forcément, NPM c'est beaucoup plus gros. Alors, un exemple de paquet, alors ça c'est un paquet Meteor qu'on peut trouver sur Atmosphère. La gestion des comptes utilisateurs. Donc, créer un système de gestion d'utilisateurs, ça peut être long, ça peut être chiant. C'est pas forcément sécurisé si vous le faites à la main. Et il y a des gens qui le font généralement mieux que vous et qui passent leur temps à faire que ça. Donc pour ça, il y a le paquet Account Base. Donc vous faites un Meteor Add Accounts Base. Et après, vous avez Meteor Add Accounts, par exemple, Password. Ou alors, j'ai mis Accounts X parce qu'il y en a plein. Vous faites Accounts Google, Accounts Facebook, Twitter, GitHub. Et en fait, vous allez pouvoir gérer vos utilisateurs. Dès que vous avez lancé le paquet, vous avez un système utilisateur complet qui est installé. Avec gestion des adresses email, validation des adresses email, les resets password, les invitations d'autres utilisateurs, système de token, système pour changer votre mot de passe, etc. Le tout en n'ayant rien codé. Ça, c'est quand même un sacré gain de temps. Et le pire, c'est qu'avec Accounts Google, Facebook, etc., vous avez juste à remplir les clés d'API dans votre fichier settings et vous avez automatiquement un lien, un mec qui va utiliser, qui va se connecter avec Google, votre système va reconnaître que c'est un compte Google, le stocker et il est connecté. Il est stocké bien sûr dans votre base MongoDB. Alors, par exemple, création d'un utilisateur, vous avez accounts.createUser, donc on va reprendre le même schéma d'application qu'on avait tout à l'heure. Alors là, j'ai mis JS, de côté c'est Meteor, bien sûr. Je fais un accounts.createUser, donc côté client, je vais faire un Meteor.call, donc j'appelle une fonction que j'ai définie en méthode dans mon application Meteor. Users.sideUp, je lui passe un objet utilisateur avec email password. Et du côté serveur, donc je vais récupérer dans ma méthode l'utilisateur, je vais faire accounts.createUser avec email et password, et automatiquement il me fera un utilisateur en base de données. Voilà, avec password qui est haché, avec un salt, l'email, si l'email est validé ou pas. Et on peut même aller plus simplement faire le accounts.createUser email password directement côté client. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à vous soucier, tiens, je vais l'envoyer au serveur, etc. Vous faites ça côté client, et lui, en fait, derrière, il y a déjà les méthodes qui sont créées par le paquet Accounts. Donc, vous faites ça et l'utilisateur est créé. Et il vous retourne, bien sûr, l'identifiant de l'utilisateur courant. Alors, une fois que vous avez l'identifiant, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire Meteor login with password, email password, et automatiquement, en fait, il va demander au serveur, trouve-moi l'utilisateur, définir un ID, et des deux côtés, il va créer un système de gestion de session, en gros. Ouais, il va définir qu'il y a tel device qui a une session, donc il va ouvrir un pipe en temps réel, une socket en temps réel, qui dit que cet identifiant est connecté. Et côté client, vous avez accès donc à Meteor.userID pour l'identifiant courant. Côté serveur, vous avez un Zis.userID qui est défini. Automatiquement, vous avez un lien en temps réel des data de l'utilisateur. Et pareil, vous savez, on n'a rien à coder, on a juste une ligne à mettre et l'utilisateur est connecté. Donc pas de cookies, pas de session à gérer. Et ça marche aussi avec Google, login with Google, Twitter et Facebook. Alors j'ai mis 3 petits points parce que les paramètres sont différents en fonction des appels. Vous faites ça, ça va vous lancer les fameuses, les fameuses fenêtres qui s'ouvrent et qui vous demandent de vous connecter. Et hop, ensuite Meteor reconnaît automatiquement, il reconnaît dans la base de données, il stocke le token et c'est parti. Voilà. Pareil, niveau dev, sacré gain de temps. Alors, Meteor User, vous avez envie d'accéder à l'utilisateur courant dans votre code. Par exemple, vous voulez afficher une page de profil, vous faites Meteor User, ça vous renvoyer l'utilisateur son profil. Donc, il y a un attribut profil en fait dans la collection User. Ça vous envoyer son adresse email, éventuellement son mot de passe, je crois, qui est disponible. Enfin, haché, bien sûr. Hein. Voilà, le token de la session courante, son username, et toutes les datas que vous avez voulu mettre avec. Vous avez donc toujours pareil, Zis.userID côté serveur. Ça c'est hyper pratique parce que vous faites par exemple if Zis.userID, vous savez que l'utilisateur est connecté. S'il n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de session en cours, donc l'utilisateur ne s'est pas connecté. Voilà, il n'y a rien de plus à coder pour savoir si l'utilisateur est en cours.
Alors, une autre fonction qui est hyper utile, accounts.sendVerificationEmail. Ça, c'est juste mortel. Enfin, si vous avez déjà eu à coder un système de vérification d'email, c'est long, c'est redondant, c'est toujours la même chose, quoi. C'est créer des tokens, les sécuriser, les envoyer, les récupérer, vérifier que le token vient bien de la bonne adresse, etc. Et ensuite valider l'adresse email. Là, vous faites account send verification email avec l'identifiant de l'utilisateur. Automatiquement, votre serveur, si vous avez configuré le serveur SMTP, il envoie un email avec un token de vérification, avec un message qui est défini si vous n'avez pas envie de prendre la tête. Et côté client, vous avez juste à faire un verify email avec le token et l'email est vérifié tout de suite. Voilà, pareil, 2 lignes de code, c'est terminé. Et vous pouvez même faire send verification email côté client, ça marche tout aussi bien. Voilà. Pareil pour le reset password, vous avez un mot de passe à reset. Alors, pareil, je l'ai mis côté serveur pour que ça soit un peu plus clair, mais vous pouvez le faire côté client. Il envoie un email à l'adresse email qui correspond au user ID. Il récupère le token qu'il y avait dans le mail et vous avez juste à faire un petit formulaire avec le password et tac, ça part et le mot de passe est reset. Pareil, pas besoin de gérer de sécurité ou quoi, le package le fait pour vous. Et pour se déconnecter, mettez en logout, il enlève juste l'ID des deux côtés, et ça coupe le pipe et pour le coup, il n'y a plus de connexion. Voilà. Et il met à jour lui tout seul. Et il met à jour lui tout seul en plus. À condition d'utiliser React, que ça soit. En plus du DT, il y a aussi des variables actives. Alors un autre truc intéressant, imaginons que vous avez, ce que je vous ai dit, un gestionnaire de session, vous avez 4 appareils, imaginons dans le bâtiment, qui sont connectés avec la session, puis vous dites non, mais je veux juste que ça soit connecté à celui-là, je ne me souviens plus lequel est connecté. Vous faites logout other client, automatiquement, il va aller déconnecter, il reconnaît les appareils qui sont connectés, il va couper les pipes de ces différents devices. Et pareil, en ligne de code, vous avez un système de déconnexion de tous les appareils qui étaient connectés avec votre compte. Ce qui peut être pratique. Par exemple, si vous voulez faire un reset password, vous faites un logout other client, vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune personne qui est connectée avec. C'est pareil, c'est assez pratique. On a eu le cas sur Steadycook, on en parlera. Un client qui nous dit ouais non de toute façon je ne t'aurai pas, puis l'appli elle est ouverte et puis mon coup je la laisse ouverte et puis vous ne pouvez pas me déconnecter. Tiens on va voir ça. Et ben voilà, alors, on lui a dit on bloque le compte, tous ces devices ont été déconnectés et puis il n'a pas pu se reconnecter. Alors le server-side rendering, est-ce que quelqu'un ne connaît pas le concept? Ouais. Alors, pour expliquer le problème qu'on a, c'est qu'avec des applications JavaScript comme ça qui sont one page, quand on a un client, donc un front, qui va nous envoyer une requête côté serveur, le serveur, lui, va nous renvoyer une balise script qui, elle, ensuite, va renvoyer une requête. En gros, il va nous envoyer du code Meteor qui, lui, va se charger d'aller chercher, par exemple, les composants React, le code HTML, etc., qu'il faut afficher. Donc, de base, on n'a qu'une balise script. Le souci avec ça, c'est que si un robot Google y passe, il va avoir une balise script et c'est pas référençable. Donc niveau référencement, 0. Donc pour ça, alors le server-side rendering, c'est en gros, ça va être de dire à notre serveur, à la première requête que tu reçois de n'importe quel client, tu envoies une première version du HTML qui contient au moins les balises de référencement, les balises méta, le title, etc. et le contenu en fait de la page HTML, le contenu de base. Non dynamisé, mais au moins il y a de quoi référencer. Donc pour ça, tout simplement, il y a le package server render qui maintenant est contenu de base, si je ne me trompe pas, qui va nous permettre en fait de faire du server-side rendering et d'envoyer justement cette première requête HTML. Donc, si on se base sur un système avec React, on va avoir donc une fonction onPageLoad qui va définir à notre serveur quand tu reçois une requête en chargeant cette page. Donc sync, c'est une variable de contexte. On dit append to element by ID, donc on lui dit dans ta requête, à la balise route, sachant que le main.html il est envoyé de base parce que c'est un fichier qui est disponible côté client, côté serveur. On va lui dire cette balise route qui est vide à la base, tu vas lui faire un render to string, donc on prend un composant app qui va être la base de l'application, qui va charger tous les composants relatifs à la route en question. Render to string, ça va le stringifier et l'intégrer dans la route, donc dans la requête HTTP de retour. Donc de base, on aura du contenu dans notre page HTML qui est rendu. Et append to head, on peut faire par exemple, si on a des balises de référencement, on peut les mettre à la place de la balise head dans la requête qui est envoyée. Donc, typiquement les balises méta. Vous voyez, pour le server-side rendering, on peut difficilement faire plus simple. Alors, au niveau de l'environnement, donc ça,
David, je pense que tu l'expliqueras mieux que moi, que le fait que Meteor soit un environnement de développement isomorphique. L'idée en gros c'est que peu importe où on code côté client, côté serveur, que le code soit compris de la même manière. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier quand vous codez sur Meteor de savoir si est-ce que c'est du code côté serveur, est-ce que c'est du code côté client. Avec le Meteor is client ou Meteor is serveur, voilà, vous codez de la même manière et c'est compris partout de la même manière. Même quand vous faites des composants React, vous pouvez intégrer du code Meteor qui sera compilé également. C'est ça, ouais. C'est ça. En gros, Node.js, c'est avoir la même synthèse partout, Meteor, c'est avoir le même code. C'est ça. Alors, au niveau des environnements, donc environnement de développement, vous lancez Meteor, la commande, en faisant Meteor is development, vous avez du code qui sera exécuté que si vous êtes en mode de développement. Parfait, par exemple, si vous avez des variables à déclarer, des clés d'API, etc., que vous voulez déclarer, à part dans le fichier settings, bien sûr. Mais si vous avez du code uniquement que vous les remettez en test, pratique. Meteor-test pour l'environnement de test. Alors, vous allez peut-être pouvoir me dire quelle est la différence entre l'environnement de développement et l'environnement de test Meteor. C'est pas de test. Ouais, non. C'est pour ça. Tester, c'est douter. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc voilà, l'environnement de test, Meteor.isTest, si vous voulez faire des tests. Et alors, attention, ça c'est pas l'environnement de production, c'est l'environnement de simulation de production. C'est-à-dire qu'il y a une manière de déployer une application Meteor en production. Là, c'est juste pour que le code soit minifié et que vous utilisiez en gros la configuration settings.json de production. Voilà, c'est vraiment pour voir si je le balance sur mon serveur, est-ce que ça va tourner. Bien sûr, le Meteor.isProduction vous permet de faire du code qui sera lui compilé dans l'environnement de test de production, mais aussi également quand il sera déployé en production. Alors, un autre package, là c'est François, je crois que c'est toi qui nous a fait découvrir ça, le Bundle Visualizer, une visualisation des bundles en production. Donc en gros, c'est un package, vous l'installez avec Meteor Add Bundle Visualizer, ou alors Meteor Add Extra Packages Bundle Visualizer pour que ça soit compilé qu'une fois, enfin qu'un seul lancement du serveur. Et dès que votre appli va se lancer en production, vous allez avoir, alors, est-ce qu'on pourrait juste éteindre 2 secondes la lumière? Vous allez avoir l'équivalent, voilà, l'équivalent d'un comparateur, d'un check d'espace disque sous Linux, qui va vous donner en fait la taille que prend chaque librairie que vous avez qui est disponible en production. Donc là, par exemple, vous voyez qu'en web browser normal, on est à 65,8 kilobits. Bravo François. pour le site de Mexa, avec HyperApp. Et vous allez pouvoir faire un test aussi avec votre browser legacy. Donc si vous êtes par exemple sur un Internet Explorer, il va vous montrer également la taille que ça prend. Donc là, 174 kilobits au chargement. Voilà, donc ça vous permet de voir, est-ce que, tiens, tu peux rallumer, s'il te plaît, ouais. Merci. Peut-être que vous avez expliqué cette différence de bundle. Excusez-moi. Ouais. Cette différence de bundle entre les deux, vous pouvez l'expliquer ou pas Entre le legacy et moderne. entre le moderne et oui, avec le moderne. C'est ça. Voilà, le LUIS moderne, en fait, c'est la différence de compilation pour un navigateur qui, pour le coup, qui ne comprend pas les promises, donc en gros, qui ne comprend pas les requêtes asynchrones, et des navigateurs un petit peu plus récents. Voilà, donc de base, un exemple tout simple, c'est vous avez un projet qui pèse lourd, vous voulez savoir pourquoi, vous lancez Bundle Visualizer, et là, vous vous rendez compte qu'il y a jQuery, alors que vous ne l'utilisez pas du tout, bah hop, vous virez les paquets qui utilisent jQuery, vous les remplacez par des vrais paquets qui sont fonctionnels. Ton grand cœur. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a du PHP dans le code. Voilà. Pas sûr que ça tourne de toute façon. Un exemple tout simple sur une appli en production qui est vendue, SteadyCook, nous on a 4 mégas au chargement. Là en ce moment on est en train de bien l'utiliser, le visualizer, pour trouver d'où ça vient. Tout simplement, on n'a pas fait d'import dynamique, donc on va commencer à en faire et on va voir en fonction des URL pourquoi sur telle page on a des énormes temps de chargement, pourquoi sur la landing les sessions ne sont pas chargées tout de suite, etc. Donc ça va nous servir énormément. Et là, je vais passer la parole à François pour la partie Cordova. Comment ça marche sur ce truc du coup? Tu appuies sur la flèche du bas. Voilà, d'accord. Cordova, donc comme vous disait Jimmy, en fait on peut créer des applications mobiles, je ne me rappelle plus tout après.
Ouais, excusez-moi. On peut générer des applications mobiles. Donc en fait, il y a l'hybride et le natif. Donc en gros, tout le monde voit ce que c'est le natif. Le natif, c'est du Java et du Swift. Et on code les deux applications différentes dans deux langages différents pour les deux appareils différents. Donc en gros, si vous avez un site web et deux applications, vous codez 3 fois le même truc. Franchement, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Déjà, j'ai pas envie d'apprendre le Java et le Swift parce que je suis pas développeur depuis assez longtemps pour connaître ces deux langages-là. Et l'hybride, en gros, vous avez le JavaScript, donc ça c'est votre application Meteor, englobé dans du Cordova, qui lui va prendre un Chromium à l'intérieur, un navigateur Chromium, et qu'on va pouvoir mettre sur un Android ou un iPhone. Donc comment ça se passe? C'est simple. À la base de votre projet, vous mettez Meteor à la plateforme iOS et Android, et encore j'ai mis iOS, mais pour coder sur iOS, vous devez avoir un Mac et un iPhone. Meteor ne fait pas des miracles et il ne va pas vous priver de ça. Donc vous faites ça et en fait vous branchez votre... Comment? T'es pas obligé d'avoir un iPhone. Tu peux, à partir du moment où tu as un Mac, tu peux utiliser le simulateur, builder, déployer, tu n'as jamais besoin de tester. Au moment où tu as dépensé 1200 balles pour avoir un Mac, tu peux dépenser 200 Non, les iPhones sont plus chers que les Macs maintenant. Les iPhones sont plus chers que les Macs maintenant, excusez-moi, mais désolé. Enfin 200 balles de casse quoi, tu tombes du canon. Les codes gaz, Personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté que les trucs d'occasion. Ouais. Donc du coup, vous branchez votre téléphone à votre ordinateur et vous faites Meteor et du coup vous avez votre environnement qui se lance. Donc votre environnement c'est Android Studio et Xcode pour les Mac. Et du coup tout ça va vous permettre de développer sous Android et sous iPhone. Et du coup ça va vous donner Meteor et Cordova. Donc vous aurez votre ordinateur avec votre site web. Vous aurez exactement trait pour trait la même chose sur votre téléphone, mais englobé sous forme d'application. Et du coup, vous pouvez faire du conditionnel pour dire si vous voulez exécuter du code ou pas sur le téléphone. Et c'est à ce moment-là que je voulais dire un truc à ce sujet-là. Voilà, c'était ça. Par exemple, moi sur mon application, j'ai fait une grosse application et quand j'ai lancé l'application sur les deux supports, j'avais le site internet qui s'affichait. On s'en fout du site internet. La page principale, on s'en fout en fait. On veut tout le schéma applicatif qu'il y a derrière. Donc j'ai dit, si Meteor c'est Cordova, et ben quand tu allumes ton truc, tu te rediriges vers le login. Comme ça, tu arrives directement à la page de login, tu peux te connecter et tu vas vers vraiment ce qui est applicatif et ce qui sert à quelque chose. Sinon, tu vas vers la racine. Donc si tu as un ordinateur, tu vas à la racine et tu affiches le site internet. Donc ça, au lancement, ça vous permet de faire la séparation entre les deux. Et c'est super important parce qu'en fait, tout votre routeur, vous pouvez entièrement le changer, toutes vos applications, vous pouvez le changer. Et mon client avait l'impression que j'avais codé 2 fois le truc, en fait, j'avais 2 trucs différents, mais j'ai rien fait, j'ai juste fait du conditionnel en fait. Donc, en une seule fois, voilà, exactement. J'ai codé 3 fois le truc, oui, tout à fait. Donc voilà, et une fois que vous voulez compiler pour vous lancer en production, vous faites Meteor build et vous lui donnez l'IP de votre serveur, donc qui est déjà déployé. Il faut déjà que votre serveur web soit déployé. Vous lui donnez l'IP et en fait, lui, il va build le Swift et le Java. Il va me corriger, mais c'est pas exactement ça. APK et IPA. Ouais. APK et IPA. Mais en fait, il va générer tous les liens en fait entre ce serveur-là et les applications natives, enfin, hybrides du coup. Mais par exemple, les publications que vous aviez, le lien en temps réel, vous allez le garder même sur l'application mobile. Voilà. C'est exactement pareil que votre application, que votre web app, mais sous forme pour le coup d'APK ou de... Et l'autre c'est IPA. Ça se voit qu'on code sous la page. Ouais. Voilà, donc au final, vous avez build votre application Meteor React qui va être englobée dans du Apache avec Chromium qui va afficher cette WebView, cette version hybride de votre site internet qui deviendra une application et qui aura exactement la même sensation. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Donc vous avez votre serveur Meteor et vous avez votre application Cordova. Dans votre application Cordova, vous avez Chromium. Donc Cordova communique avec l'appareil, peut servir de fonctionnalité native. Donc accéder aux contacts, accéder à toutes les autorisations qu'on vous demande quand vous avez allumé une nouvelle application. Et Chromium, lui, va s'occuper d'afficher. Donc en gros, l'appareil communique avec Cordova, Cordova communique avec Chromium, et Chromium communique avec votre bundle client, qui communique avec votre serveur Meteor.
Mais à chaque fois que vous démarrez votre application, elle ne va pas recharger le site internet. En fait, elle va stocker en local la version du bundle client. Mais à chaque fois que vous l'allumez, elle interroge le serveur Meteor. Elle dit: salut, moi je suis en bundle 3, donc c'est l'identifiant de ce bundle. Toi, en combien tu es? Ah, t'es en 5, ok, j'ai la même version. Donc je vais retélécharger le 5. Et du coup, ça met à jour l'application. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, c'est fini. Donc ça, c'est ce que tu te rappelles de libérer, délivrer. Oui, Voilà, oui, Jimmy. Je connais toutes les paroles de la chanson. Voilà, ça c'est fini. Et ouais, il a inventé le Frozen.js, ok. Voilà, en gros, en fait, tant que vous mettez pas à jour d'applications de features natives en fait, qui servent des features natives qui ne dépendent pas du JavaScript mais du Cordova, c'est-à-dire que si vous mettez à jour une application, une fonctionnalité de Cordova qui va communiquer avec votre appareil, là il faudra passer par l'App Store. Parce que c'est l'application en tant que telle l'application elle-même qui change de code. Par contre, dès que vous faites votre mise à jour de votre site internet, ça met à jour votre application intérieure sans passer par l'App Store. Et moi je trouve ça vraiment magique parce que ça m'a pris 2 heures, ça m'a pris 2 jours pour déployer exactement la même application. Donc, et encore, je suis gentil 2 jours. Hein. Ouais, d'accord. Il y a eu quand même un retour c'est un étudiant de Tapuno, je crois. C'est Stéphane qui est attaqué sur un peu. Ouais. Qui nous a fait un retour comme quoi, si vraiment vous avez un énorme changement d'interface, pour le coup, l'App Store peut bloquer justement le. Ah ouais? Ouais, ils refont des cycles de validation et tout. Ah. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé parce que du coup, les web apps hybrides ont peut-être plus dessus aussi. Vont commencer à prendre. Mais ils aiment pas les Ils aiment pas ça. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Tu les squeeze, tu payes pas 90 balles de licence. Et ta mise à jour de bundle, elle est transparente vis-à-vis de l'utilisateur Ah bah, en fait, il aura. Ça dépend Il y a un petit loader. Si tu as mis ton loader, il aura un petit loader. Il va se rendre compte que toi, en fait, tu vas lire ton application. Il y aura une communication, donc en fonction de comment tu captes, évidemment, le téléchargement du bundle va être plus ou moins rapide. Et au bout d'un moment, il va y avoir un petit reload. Et après, ça tu peux contrôler. Tu peux dire, voilà, tant que j'ai pas vérifié, mec, tu peux pas te faire de l'application. Donc tu mets un loader devant, c'est vérifié, c'est bon quoi. Mais c'est transparent. C'est transparent. Par contre, si ton application plante là-bas, eh ben, elle va planter aussi sur ça. Là. Ah oui. Ou alors il n'y aura pas de communication quoi, entre les deux, donc elle va se bloquer. Okay. Et voilà, du coup, plutôt que, à la différence du navigateur web, elle ne va pas recharger à chaque fois son client, elle va vérifier s'il a le même client. S'il a le même client, on continue comme ça, tout va bien. Si on a un nouveau, je retélécharge le nouveau. Et voilà, est-ce que vous avez des questions au sujet de Cordova? Plus large. Ouais, dis-moi. Est-ce que Meteor est compatible avec PWA? Oui. Pour site web. Oui. C'est pas la techno la plus facile à mettre en PWA, mais c'est Ouais. Il y a des templates déjà faits qui permettent de la faire. Hein. D'ailleurs, il me semble que les forums de Meteor sont sur PWA. D'accord. Donc ouais, c'est... Moi j'ai une autre question. Ouais, dis-moi. Est-ce que Meteor c'est compatible avec React Native? Alors, tu ne peux pas coder du React Native sur Meteor. Par contre, tu as Meteor React Native qui existe. C'est-à-dire que tu codes ton application React Native, donc dans son environnement séparé. Hein, et tu installes ce package Meteor React Native et en fait, comme j'ai mis là, le serveur avec l'adresse IP, tu lui donnes ça et en fait il fait la communication tout seul et tu vas pouvoir utiliser des fonctionnalités de Meteor, Meteor Call, etc. pour pouvoir avoir accès aux informations de ton serveur Meteor depuis ton application React Native. Mais du coup, est-ce qu'il y a encore toujours ce lien en temps réel? Non. Le lien en temps réel, oui, par contre la mise à jour, non. Parce que la mise à jour c'est du natif, tu génères du natif, donc il faudra que tu mettes à jour via l'App Store. Mais c'est possible, effectivement. Question, on passe à la GraphQL. Ouais, dis-moi. Il y a une compatibilité Lexpon qui existe? Oui, tout à fait. Mais Meteor Desktop, d'ailleurs, tu peux même faire des applications desktop avec Meteor. Okay. Voilà. Sans passer par Electron? En passant par Electron. Ah oui. C'est général d'une Electron, mais tu peux aussi bien la garder en local, du coup générer une application locale de bureau, ou alors pouvoir connecter ton application de bureau à une interface web, exactement comme tu fais avec du Cordova. Voilà. Je crois que c'est un peu compatible avec pas mal de choses. C'est du JS. Ouais, c'est un peu badass. Tu peux faire un site en JS. Moi je dis ça comme ça, hein, je dis jamais Meteor, hein, mais... Moi j'ai juste une question avant que tu parles, David. Sur ton droit, tu l'as emballé pour le bouffer après ou... Bah, je me suis dit que ouais, j'avais pas pensé à donner les cacahuètes, donc vous allez pouvoir en servir. Hein. Cool. Ouais, Donc je te passe la manette, on va passer sur le GraphQL.
Parce que... Juste appuyer sur la flèche du bas. La flèche du bas, Ok. Bonsoir. Désolé pour le retard déjà. Comme vous avez vu, j'avais une raison un peu banale. Pour me présenter très brièvement, donc je m'appelle David Panard, je suis CEO à Tech Ex Machina, qui est une SS2I qui est située comme mes comparses à Almédée. Voilà. J'ai un gros passif de développeur pour des startups depuis 4 ans. Et voilà, aujourd'hui on est une boîte qui regroupe 5 développeurs et qui travaille aussi bien pour accompagner les startups que sur des plus gros projets pour Carrefour, JRDF, etc. Et on utilise beaucoup Meteor, que j'ai commencé à utiliser il y a 5 ans, il y a 4 ans en version 0.8 quand j'ai monté la première startup. Donc GraphQL, qui sait ce que c'est GraphQL? Alors, en gros, pour vous raconter une petite histoire, Facebook release une nouvelle version de son application sur chacun des supports des devices qu'il maintient tous les 2 mercredis pendant 52 semaines. Pendant, non, 2 ans, donc 2 fois 52 semaines. Ça fait qu'en gros, pour chaque device, les développeurs Facebook sont obligés de tenir 52 versions de leur application en même temps. Voilà. Par device, j'entends pas juste Android ou iOS, hein. C'est différentes versions d'Android et différentes versions d'iOS. C'était un putain de bordel pour eux de maintenir une API serveur, parce que forcément elle évolue à chaque fois. Donc en 2012, ils ont commencé à travailler sur un langage de query, un data layer entre le serveur et le client, qui permettrait d'avoir un seul endpoint et qui permettrait au client de demander précisément des données, non pas selon ce qu'une API REST lui livrerait arbitrairement, mais vraiment sous la forme qu'il le souhaite. Donc ça permettait évidemment pour eux en fait, d'avoir une seule et unique interface, un seul modèle de données qui venait se plugger entre le serveur et le client pour permettre ensuite au client, selon sa version, de demander juste ce qu'il fallait. GraphQL donc, c'est pas un outil en soi, c'est vraiment un langage, c'est un query language qui a besoin d'être implémenté. Donc il existe des implémentations maintenant dans à peu près tous les langages, puisqu'il a été publiquement released en 2015. Et il y en a particulièrement 2 qui sont connus dans le monde du JS. Il y a Relay, qui est l'implémentation développée directement par Facebook eux-mêmes. Et il y a ApolloJS, qui est donc un outil développé aussi par la NDG, la société qui s'occupe de Meteor. L'intérêt de GraphQL, c'est du coup que vous avez un langage qui permet au serveur d'être agnostique de qui consomme ces données et un client qui est agnostique de comment elles sont récupérées. Du coup, techniquement, lorsque vous avez un serveur GraphQL qui va aller exposer un modèle de données, il va pouvoir travailler sur n'importe quelle source de données, alors dans l'absolu un peu comme un endpoint d'API qui techniquement pourrait aller taper un peu n'importe où, mais là l'intérêt c'est que GraphQL va réellement renvoyer un modèle relationnel quelle que soit la source de données. Donc ça peut être du Mongo, ça peut être encore du Mongo, ça peut être du SQL, ça peut être de la RAM, du cache, ça peut être une API REST d'un autre client, ça peut être une autre instance de GraphQL d'ailleurs. Et donc l'intérêt, c'est de permettre à un serveur de travailler de manière très isolée pour aller fetcher toutes les données comme il le souhaite, les organiser, les récupérer par ce qu'on appelle des resolvers, et ensuite les distribuer, les mettre à disposition. À partir de là, le client va pouvoir aller demander ce dont il a besoin quand il en a besoin. Apollo, donc, c'est la principale implémentation en Node.js du langage GraphQL. Comme je disais, elle est développée par MDG, donc avec des core principles assez proches de ceux de Meteor, quoique les 2 outils ne soient pas nécessairement liés. Ils fonctionnent très bien ensemble, mais Apollo reste indépendant et peut être implanté dans n'importe quel projet Node.js. L'intérêt d'Apollo, c'est que du coup, il reprend cette norme, ce standard, et il l'implémente sur le client et sur le serveur. Sur le client, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que du coup, vous avez déjà toute une librairie pour venir fetcher ces données, et en plus, vous avez un cache particulièrement efficace pour venir gérer le chargement des données et leurs relations. C'est-à-dire que quand vous allez aller chercher une liste d'utilisateurs, vous allez pouvoir récupérer cette liste, demander précisément ce qui vous intéresse dans cette liste, et Apollo va le cacher sur le client, et à partir de là, vous donnera un contrôle fine-grained pour que vous puissiez soit aller lire directement depuis le cache local, soit lire d'abord depuis le cache local et aller chercher sur le réseau, soit directement aller rechercher sur le réseau, soit aller chercher sur le réseau et s'il n'y a pas de réseau, lire depuis le cache,
Et il va vous permettre évidemment de mettre à jour vos informations de manière assez simple, pas tout à fait aussi optimisé pour des petites données que ce que peut faire le DDP, mais globalement il vous permettra d'avoir une interface très réactive et toujours en adéquation avec le state du serveur. Mais il vous donne aussi la possibilité de squeezer le retour du serveur, si vous voulez économiser les ressources, et de directement écrire dans votre cache, pour pouvoir modifier directement l'interface du client. Donc, vous pouvez voir à droite, Apollo fonctionne avec un système de définition de vos modèles de données, donc, qui sont des types, et l'autre grosse partie, ce sont les resolvers. Il n'y a pas de morceau de code qui fait. En gros, un resolver, ça peut être par exemple, dans mon type post, je vais dans un fichier aller créer un resolver comments, et je vais simplement lui décrire comment récupérer ces comments en fonction du contexte de l'objet dans lequel je suis. Donc, sur le serveur, on va définir un user, enfin un type user qui aura un ID, un username, un email, et forcément, d'un point de vue relationnel, il a des posts. On peut aller définir des posts qui ont un ID, un owner, un content, et forcément de manière relationnelle, des commentaires, et des commentaires qui ont un ID, un owner, un content. Là, on n'est pas forcément sur du SQL. Donc on peut être sur du Mongo où il n'y a aucune relation. On peut être sur n'importe quelle base de données, peu importe. Et le client, il va aller vouloir chercher, par exemple, il va aller créer une query, get user post, il va aller passer l'ID du user, et à partir de là, entre crochets, vous allez simplement définir la liste des données que vous souhaitez recevoir. Par exemple, moi je veux recevoir mon utilisateur, qui répond donc à cette query, je veux son username, mais je veux pas son ID, je veux pas son email. Tout simplement, je ne rentre pas le champ ID ni email. Et par contre, je veux ses posts. Et les posts, on a dit que c'était un type. Donc je peux aller préciser que dans les posts, je vais vouloir l'ID, le title, le content et les comments. Et les comments sont eux-mêmes encore un type. Et je vais pouvoir aller dire que je veux l'ID, l'owner et le content des comments. Ça peut être très efficace pour pouvoir facilement personnaliser des données en profondeur, pour tout récupérer en une seule requête et donc limiter les latences réseau. Apollo implémente aussi un très bon service de batching pour éviter de polluer le serveur avec des spams sur les requêtes. Et ça peut être aussi un très bon moyen, grâce à Apollo, d'utiliser certains keywords comme je ne sais pas si vous connaissez les décorateurs. Quand vous voyez un arrobase devant une fonction, en gros c'est un morceau de code qui va vous permettre de facilement rajouter un comportement à ce qui suit. Donc par exemple, imaginons que je vais chercher cette requête sur mon serveur et je veux afficher ça à l'écran. Problème, la requête est quand même devenue vachement grosse. Donc je ne peux pas juste afficher un premier print, et puis ensuite afficher le post, et puis ensuite afficher les commentaires. Je suis obligé d'attendre que tout arrive pour commencer à faire mon first print. Donc c'est frustrant pour l'utilisateur, ça m'oblige à mettre des loaders qui sont jamais bons en termes d'UX, et forcément ça baisse mon SEO. Et là, ce qu'il existe, c'est que par exemple, devant le @comments, on peut rajouter un @dfr. À ce moment-là, je ne fais toujours qu'une seule requête. Donc c'est pas comme avec une API REST où je dois fetcher mon utilisateur, puis fetcher ses posts, puis ensuite quand j'ai le retour, fetcher ses commentaires. Non, je vais simplement demander à Apollo de streamer une partie du résultat. C'est-à-dire que je vais obtenir une première réponse qui va être mon utilisateur et mon post, parce que je vais avoir besoin d'afficher rapidement à l'écran, et donc de réduire le temps du time to first print pour le SEO, et ensuite de me streamer les résultats pour continuer à construire la page derrière. Des questions sur Apollo ou sur GraphQL? Ah oui, alors, peut-être. Ce que fait Apollo sur le serveur, du coup, c'est qu'il implémente toute cette logique de mise à disposition des données. Et il rajoute aussi quelques features nice to have, comme par exemple cette solution de streaming, mais aussi des solutions d'optimisation des données. Parce que forcément, dans ce modèle, on essaie d'être relationnel. On va définir un resolver pour aller chercher des données qui sont liées à notre modèle. Et par exemple, mettons, je vais aller chercher 10 posts, et dans ces 10 posts, je vais itérer avec mes resolvers sur chaque post pour aller chercher l'utilisateur. Bon, si sur les 10 posts, il y en a 9 qui ont le même utilisateur, c'est stupide, parce que je vais faire 10 fois la même requête. Donc Apollo offre aussi des outils pour pouvoir faire du load batching pour justement éviter d'aller fetcher 10 fois la même réponse. Vous faites 10 fois le même utilisateur, 10 fois le même document. Donc voilà, il y a aussi cette solution d'optimisation qui est très poussée sur le serveur. Et alors c'est un petit peu plus en weak pour l'instant, mais Apollo, enfin le GraphQL, a aussi défini une norme de souscription, un peu comme le DDP.
à la différence que le DDP est extrêmement simple à implémenter, mais ne fonctionne qu'avec Mongo. Les souscriptions de GraphQL sont encore assez récentes, elles ne sont pas encore toujours très bien implémentées, mais par contre, elles sont plus difficiles à mettre en place, mais elles sont bien plus performantes sur des gros volumes de données, et elles permettent forcément de se débarrasser de Mongo. Pardon. Mais vraiment, tu dis bien qu'elles sont vraiment chiantes, parce que moi j'ai essayé. Elles sont, oui, parce que du coup, tu dois définir des relations pour du temps réel, Ouais. et c'est très très galère. Tu vois, tu perds l'avantage de Network qui est de coder le moins possible. Pour là, tu codes énormément de trucs pour faire une requête. Quoi. Ouais, mais par Incroyable. contre, à la fin, ça te permet d'avoir un milliard d'utilisateurs